Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dans ce chapitre, nous abordons enfin la fonction principale de l'appareil respiratoire que sont les échanges gazeux. Nous sommes donc à cette étape qui suit chronologiquement l'étape de ventilation pulmonaire. Nous allons nous intéresser essentiellement aux échanges gazeux alvéolo-capillaires sans passer du temps sur les échanges gazeux tissulaires. Les phénomènes que nous allons décrire pour les échanges gazeux alvéolo-capillaires seront identiques au niveau des tissus, à ceci près que l'oxygène va passer des capillaires vers les tissus et le CO2 des tissus vers les capillaires. Alors, nous allons voir quelques généralités sur ces échanges gazeux. Nous parlerons ensuite de la diffusion alvéolo-capillaire pour nous intéresser enfin à l'efficacité de ces échanges gazeux alvéolo-capillaires. Au niveau de cette membrane alvéolo-capillaire, on a des échanges gazeux qui concernent bien sûr ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'oxygène et le dioxyde de carbone, mais aussi d'autres types de gaz. Par exemple, tous les anesthésiques gazeux ou volatiles qui sont administrés par voie respiratoire vont avoir un effet grâce au passage à travers la membrane alvéolo-capillaire. Un certain nombre de toxiques peuvent aussi traverser cette membrane, comme le monoxyde de carbone ou l'alcool. Et le principe même de l'alcotest est basé sur le fait qu'il existe des échanges à travers la membrane alvéolo-capillaire entre le sang qui contient de l'alcool et l'air expiré. Et puis il existe aussi des échanges non gazeux de cellules, de liquides, de particules. Je vous ai mis ici une photo en microscopie électronique de nanoparticules de carbone. Les effets de la pollution sur le système cardiovasculaire, par exemple, sont dus à la pénétration à travers la membrane alvéolo-capillaire de nanoparticules de ce type qui ensuite auront des effets délétères sur l'organisme. Mais dans le cours d'aujourd'hui, bien entendu, la seule chose que nous allons passer en revue, ce sont les échanges gazeux d'oxygène et de dioxyde de carbone. Alors, la membrane alvéolo-capillaire, qui est représentée ici en microscopie électronique, a une épaisseur très fine, de 0,3 à 0,5 microns, et elle est constituée de différents éléments. Au minimum, cette membrane est constituée du film liquidien alvéolaire, qui est représenté ici en F, le surfactant, plus un film à queue. Le bras cytoplasmique d'un pneumocyte de type 1, représenté en P1. Les membranes basales de l'épithélium alvéolaire et de l'endothélium capillaire qui sont fusionnées, MB, et le bras cytoplasmique de la cellule endothéliale en E. Et c'est cette membrane alvéolo-capillaire que les gaz vont devoir traverser pour passer de l'alvéole vers le globule rouge, qui s'appelle aussi hématie. Alors, nous allons parler d'un certain nombre de pressions dans la circulation pulmonaire, dans les alvéoles. On va parler dans ce cours de pressions gazeuses. Il s'agit des pressions partielles de l'oxygène ou du CO2 dans différents éléments du système respiratoire. Nous allons parler de la pression capillaire en oxygène, PC, P petit c O2, de la pression veineuse partielle en oxygène, c'est la pression qui règne dans le sang veineux, mais attention, au niveau de la circulation pulmonaire, cette pression veineuse en oxygène va être mesurée dans les artères pulmonaires. Nous allons aussi parler, bien entendu, de la pression inspirée en oxygène, qui est la pression partielle dans l'air inspiré, puis dans les voies aériennes supérieures. Nous avons déjà fait allusion à ces différentes pressions dans le cours sur l'air inspiré. Au niveau des alvéoles, nous aurons aussi une pression partielle en oxygène dans les alvéoles, P grand AO2, et puis de la même manière dans le sang artériel, pression artérielle en oxygène, P petit AO2, et là encore attention, dans les veines pulmonaires, on a une P petit AO2. Évidemment, la même chose peut être dite pour le gaz carbonique, le CO2. Encore une fois, j'ai essayé au maximum de transformer les pressions en kilopascal
sur les figures qui sont souvent en millimètres de mercure dans la plupart des ouvrages de physiologie, mais la conversion est simple et je vous ai remis ici en bas à droite la conversion. Il ne faut pas la savoir par cœur, il faut juste l'avoir inscrite quelque part pour pouvoir faire les conversions. Alors, la diffusion des gaz à travers cette membrane alvéolo-capillaire est schématisée ici. Alors, nous allons suivre ce qui se passe pour l'oxygène et puis nous aurons le chemin exactement inverse pour le gaz carbonique. La ventilation alvéolaire amène une certaine quantité d'oxygène dans les alvéoles. L'oxygène est là en phase gazeuse avec pour l'oxygène une pression alvéolaire de l'ordre de 14 kPa. L'oxygène va traverser la membrane alvéolo-capillaire et va se retrouver dans le sang capillaire pulmonaire. Nous allons voir quelles sont les différentes possibilités pour l'oxygène d'être transporté dans le sang. La principale façon pour l'oxygène d'être transporté, c'est de pénétrer dans les globules rouges et de se combiner à l'hémoglobine. Dans le sang artériel, on aura une P petit AO2 de 14 kPa. Les pressions vont s'équilibrer entre l'alvéole et le capillaire, alors que le sang veineux mêlé qui arrive par le système artériel pulmonaire aura une P petit VO2 de seulement 5 kPa, puisque l'oxygène a été consommé dans les tissus. A l'inverse, pour le CO2, il arrive avec une pression partielle de 6 kPa dans le sang veineux mêlé. Nous verrons de quelle manière le CO2 est transporté. Il va traverser la membrane alvéolo-capillaire, se retrouver dans l'alvéole et être éliminé par la ventilation alvéolaire. Voyons donc quelques généralités sur la diffusion alvéolaire qui répond à des principes physiques qui là encore ne sont pas spécifiques aux poumons. Et puis nous verrons comment l'oxygène et le CO2 diffusent à travers la membrane. Un gaz diffuse donc toujours d'une zone de pression partielle élevée vers une zone de pression partielle plus basse. Cela doit vous rappeler les principes de la diffusion. La pression partielle exprime en fait la concentration du gaz. Donc le gaz va diffuser jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint et sur ce schéma, jusqu'à ce que la pression partielle en A soit égale à la pression partielle en B. Quand on a un mélange gazeux, chaque gaz va se comporter de façon indépendante et chaque gaz va tendre à l'équilibre. Donc ici, les molécules de gaz A vont aller préférentiellement vers le point B et les molécules de gaz 2 vont aller préférentiellement du point B vers le point A jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. Bien entendu, si on a une consommation ou un apport de gaz à l'une de ces deux extrémités, un apport ou une consommation qui sont constantes, l'équilibre ne sera jamais atteint et c'est ce qui se passe au niveau du poumon. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le gaz était en milieu gazeux dans l'alvéole, mais bien entendu en milieu liquide dans le sang capillaire. En fait, la diffusion d'un gaz d'un milieu gazeux vers un milieu liquide répond aux mêmes lois que si le gaz devait diffuser uniquement à l'intérieur d'un milieu gazeux ou à travers un milieu liquide. Donc le milieu gazeux, c'est l'air alvéolaire et le milieu liquide, c'est toute la membrane alvéolo-capillaire, le plasma et les globules rouges des capillaires pulmonaires. Alors cette diffusion du gaz, quel qu'il soit, elle va dépendre d'un certain nombre de facteurs. La diffusion va être proportionnelle aux caractéristiques de la membrane, on va les revoir. Bien sûr, tous les gaz n'ont pas le même poids moléculaire et cette diffusion va être aussi proportionnelle aux caractéristiques du gaz. On a vu que les molécules de gaz se déplacent en fonction des différences de pression. Donc le gradient de pression va jouer un rôle aussi. Et bien entendu, le temps de contact entre le gaz et la membrane va jouer un rôle dans la détermination de la diffusion. C'est la loi de Fick qui va régir la diffusion d'un gaz à travers un tissu. Alors, les caractéristiques de la membrane sont déjà la surface S de cette membrane tissulaire. La diffusion sera directement proportionnelle à la surface. Plus la surface est importante, plus la diffusion sera importante. La diffusion sera proportionnelle à l'inverse de l'épaisseur du tissu, ce que l'on comprend bien. Plus la membrane tissulaire est épaisse, moins la diffusion se fera bien. Le gradient de pression de part et d'autre du tissu, P1 moins P2.
le temps de contact, dt, et une constante de diffusion du gaz qui va dépendre des caractéristiques moléculaires de chaque gaz. Cette constante de diffusion, elle est proportionnelle à la solubilité du gaz. Tous les gaz ne sont pas solubles de la même manière en milieu liquide. Et elle est inversement proportionnelle à la racine carrée du poids moléculaire. On comprend bien que plus la molécule de gaz est grosse, plus elle aura du mal à diffuser à travers une membrane. Et ceci explique que la constante de diffusion du gaz carbonique soit très supérieure à la constante de diffusion de l'oxygène. Une caractéristique qu'il faut garder en mémoire. Alors que se passe-t-il pour la diffusion de l'oxygène ? On a représenté sur le schéma à droite, en bas, la pression partielle en oxygène dans le sang veineux mêlé, qui est de l'ordre de 5 kPa, qui arrive dans les capillaires pulmonaires grâce au réseau artériel pulmonaire. Dans les alvéoles, on a une pression partielle de 13-14 kPa, et sous l'effet de ce gradient de pression qui est élevé, l'oxygène va diffuser des alvéoles vers le sang capillaire jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint, et cet équilibre est atteint très rapidement. C'est ce que l'on voit sur la partie plus haute du schéma. On voit l'évolution de la pression partielle en oxygène dans le sang au cours du temps en kilopascal. Donc on passe très rapidement de 5 kPa au niveau du sang veineux à 13 kPa au niveau du sang artérialisé. En ce qui concerne le CO2, on a là une faible différence de pression entre le sang veineux mêlé et l'air alvéolaire. Vous voyez que le sang veineux mêlé a une pression partielle en CO2 de 6 kPa, alors que l'alvéole a une pression partielle en CO2 de seulement 5 kPa. Donc le CO2 va bel et bien diffuser du sang capillaire vers les alvéoles, mais la différence de pression est faible. Mais en revanche, contrairement à l'oxygène, la constante de diffusion du CO2 est beaucoup plus élevée, la diffusibilité du CO2 est plus importante. Et en fait, l'équilibre des pressions partielles est atteint très rapidement, avec à peu près le même délai que l'oxygène, alors que les différences de pression sont moins importantes. Et on voit sur la partie haute du graphique que les pressions partielles en CO2 s'équilibrent très rapidement, à peu près avec la même cinétique que l'oxygène. Nous allons maintenant voir quels sont les facteurs qui peuvent rendre plus ou moins efficaces ces échanges gazeux, qui peuvent freiner la diffusion de l'oxygène ou du CO2. Les échanges gazeux vont bien entendu dépendre de la ventilation alvéolaire. Si une quantité insuffisante d'oxygène est apportée aux alvéoles, la différence de pression entre l'alvéole et le sang va être moins importante et la diffusion se fera moins bien. L'étape de diffusion alvéolo-capillaire est aussi capitale. On verra quelques exemples qui peuvent freiner la diffusion, essentiellement de l'oxygène. Le CO2 étant tellement diffusible, il faut des altérations majeures de la membrane alvéolo-capillaire avant de voir des anomalies de la diffusion du CO2. Les échanges gazeux dépendent bien entendu aussi de la perfusion pulmonaire. Et ce qui compte, c'est la relation entre la ventilation alvéolaire et la perfusion, ce qu'on appelle le rapport ventilation-perfusion. Donc la diffusion, elle dépend du gradient de pression entre le sang veineux mêlé et les alvéoles, et puis elle va dépendre de la surface et de l'épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire. La surface, elle peut être considérée comme étant la surface anatomique, c'est-à-dire à peu près 80-100 mètres carrés de surface d'échange entre les alvéoles et les capillaires. Mais on peut aussi considérer cette surface comme étant une surface fonctionnelle qui implique d'avoir en même temps des alvéoles normaux, c'est-à-dire normalement ventilés, et des capillaires normaux, c'est-à-dire normalement perfusés. Pour l'épaisseur anatomique de la membrane alvéolo-capillaire, on l'a vu, est de l'ordre de 0,5 microns. Pour l'épaisseur aussi, on peut opposer l'épaisseur anatomique. L'épaisseur réelle de la membrane alvéolo-capillaire est de l'ordre de 0,5 microns. Mais on peut aussi parler d'épaisseur fonctionnelle qui représente l'ensemble des étapes de la diffusion. Donc, une anomalie de la diffusion va être possible si on a une modification de la surface fonctionnelle ou anatomique des échanges alvéolo-capillaires, si on a une modification de l'épaisseur de la membrane,
ou si, du fait d'anomalies hémodynamiques, on a des modifications du temps de contact entre le sang capillaire et le gaz alvéolaire. Alors, voici des exemples de modification de la surface d'échange. Si on enlève une partie du poumon, on aura une amputation globale, on va enlever à la fois des alvéoles et des capillaires. On aura une diminution de la surface d'échange. Si on fait par exemple une pneumonectomie, c'est-à-dire qu'on enlève tout un poumon, on aura une surface d'échange qui, au lieu d'être de l'ordre de 100 m², sera de l'ordre de 50 m². Mais on peut aussi avoir une amputation circulatoire, c'est-à-dire juste un arrêt de la perfusion dans certaines zones, comme par exemple si un caillot va interrompre la perfusion dans un territoire, ou une amputation ventilatoire si un territoire alvéolaire est mal ventilé, par exemple s'il y a une tumeur bronchique qui rend la ventilation d'un territoire alvéolaire difficile. Ces amputations circulatoires et ventilatoires constituent des modifications de la surface d'échange fonctionnelle. On peut aussi avoir des modifications de l'épaisseur de la membrane. À ma connaissance, il y a peu de modifications dans le sens d'une diminution de l'épaisseur de la membrane, mais en revanche, il existe des situations dans lesquelles cette membrane va être plus épaisse que chez le sujet normal. C'est le cas si des fibres de collagène s'accumulent dans l'espace interstitiel, c'est ce qui est représenté sur la photo de droite, avec le cas d'une fibrose pulmonaire, où les fibres collagènes qui sont normalement présentes dans l'interstitium sont en nombre beaucoup plus important et donc vont augmenter l'épaisseur anatomique de la membrane alvéolo-capillaire. La même chose se passe si au lieu d'accumulation de fibres collagènes, on a une accumulation de liquide dans l'interstitium. Et puis, de l'autre côté de la membrane alvéolo-capillaire, si dans le cas d'une pathologie pulmonaire, on a une accumulation de liquide dans les alvéoles, eh bien, ça va aussi augmenter l'épaisseur anatomique de la membrane et donc freiner la diffusion. Alors, dans un poumon idéal, et c'est ce qui était représenté sur ce schéma, la pression artérielle en oxygène doit être égale à la pression alvéolaire en oxygène une fois que le sang a été en contact avec la membrane alvéolo-capillaire. Et de la même manière, la pression artérielle en CO2 doit être égale à la pression alvéolaire en CO2. Grâce à la diffusion passive à travers la membrane alvéolo-capillaire, les pressions se sont équilibrées. En fait, dans le poumon normal mais réel, la pression artérielle en oxygène est inférieure à la pression alvéolaire en oxygène, pas de beaucoup, mais les deux pressions ne sont pas équivalentes. En revanche, en ce qui concerne le CO2, on a un équilibre entre la pression artérielle et la pression alvéolaire. Alors, quelle est la cause de cette diminution de la pression artérielle en oxygène par rapport à la pression alvéolaire? Alors, vous avez ici les chiffres. C'est un exemple, bien sûr, un ordre de grandeur. Dans l'alvéole, on a à peu près 14 kPa de pression partielle en oxygène, alors que dans le sang artériel, on a 13 kPa. En revanche, pour le CO2, on est à 5 kPa de part et d'autre de la membrane. Au niveau du sang artériel, on a donc un gradient alvéolo-artériel en oxygène qui est strictement physiologique d'environ 1 kPa, mais on ne retrouve pas ce gradient au niveau du CO2. Alors, ce gradient alvéolo-capillaire en oxygène est lié à ce qu'on appelle le shunt anatomique. Shunt est simplement le mot anglais pour court-circuit qu'on va voir. Et puis, à des inégalités de ce fameux rapport ventilation-perfusion. Je vous ai expliqué tout à l'heure que du sang des veines bronchiques va aller se jeter dans les veines pulmonaires. Et ceci va avoir comme effet de contaminer, entre guillemets, le sang des veines pulmonaires. On a représenté ici un territoire alvéolaire dans lequel règne une pression partielle de 14 kPa. Ce territoire alvéolaire est en contact avec un lit capillaire. Dans l'artère pulmonaire arrive le sang des différents territoires veineux de l'organisme. L'oxygène a été consommé par les tissus et la pression veineuse en oxygène n'est que de 5 kPa. Le sang va transiter au contact de la membrane alvéolo-capillaire. Les pressions partielles vont s'équilibrer de part et d'autre de la membrane et la pression capillaire en oxygène va être de 14 kPa.
Or, comme je vous ai dit, dans le système artériel, on ne va retrouver que 13 kPa. Dans les veines bronchiques, et aussi accessoirement les veines coronaires, on va trouver du sang veineux avec une pression partielle en oxygène de 5 kPa. Et une partie du sang de ces veines bronchiques et de ces veines coronaires va aller se déverser dans des veines pulmonaires. Ceci va induire ce gradient alvéolo-capillaire en oxygène. Alors quand on dit qu'il n'y a pas de gradient alvéolo-artériel pour le CO2, en fait le même phénomène que ce que nous avons vu pour l'oxygène se passe pour le CO2, mais ce gradient n'est pas mesurable car les différences de pression partielle en CO2 entre le sang veineux et le sang artériel sont très faibles et l'apport de sang veineux dans les veines pulmonaires ne va pas modifier de manière mesurable, quantifiable, la pression artérielle en CO2. Donc l'autre raison pour ce gradient alvéolo-capillaire, ce sont les inégalités du rapport ventilation-perfusion. Ce schéma du poumon représente la distribution de la ventilation et de la perfusion en fonction de la hauteur du poumon. Pour ce qui est de la ventilation, on l'a vu dans le cours sur la ventilation minute, la ventilation est moindre au sommet du poumon qu'à la base du poumon. Au sommet du poumon, les alvéoles sont plus distendus, ils vont être moins compliants et pour une même différence de pression exercée par les muscles respiratoires, la différence de volume va être moindre et donc la ventilation va être moindre. À l'inverse, à la base du poumon, les alvéoles sont moins distendus, ils vont être plus compliants et pour la même différence de pression, on aura une meilleure ventilation. Pour la perfusion, on a le même type de gradient avec une perfusion moindre au sommet du poumon, en raison des mécanismes que l'on a vus dans le chapitre sur la circulation pulmonaire. Et en revanche, à la base du poumon, on aura une perfusion plus élevée. Au sommet du poumon, on a des pressions vasculaires qui sont plus basses, on a moins de recrutement et de distension des capillaires pulmonaires, avec globalement des résistances qui sont plus élevées, donc une perfusion moindre. Et puis, les constatations sont exactement inverses à la base du poumon. Vous vous rappelez de ce schéma qu'on a vu dans le cours sur la ventilation minute, où l'on voit que par rapport à une ventilation alvéolaire prédite de 100%, la ventilation alvéolaire au sommet du poumon est moins importante qu'à la base du poumon. Et puis, de la même manière, pour la perfusion, le débit pulmonaire est inférieur à la valeur prédite au sommet du poumon, supérieur à la valeur prédite à la base du poumon. Lorsque l'on combine la distribution de la ventilation et de la perfusion, on peut quantifier le rapport ventilation-perfusion. On a vu sur les diapositives précédentes que à la fois la ventilation et la perfusion augmentaient du sommet jusqu'à la base du poumon. Mais cette augmentation n'est pas identique pour la ventilation et la perfusion. Et au sommet du poumon, on a plus de ventilation que de perfusion, donc un rapport ventilation-perfusion élevé. C'est ce qu'on voit sur le schéma de droite. En revanche, aux bases du poumon, la perfusion est supérieure à la ventilation et le rapport VA sur Q est inférieur à 1. Dans la partie médiane du poumon, la ventilation est égale à la perfusion. On a un rapport ventilation-perfusion idéal égal à 1. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact sur les échanges capillaires? Eh bien, au sommet du poumon, on a une très bonne ventilation, donc on va avoir une pression partielle en oxygène qui va être plus importante que ce qu'on a de manière globale. Et puis en revanche, on aura une perfusion qui est un petit peu moindre. À la base du poumon, on a au contraire une perfusion qui est importante et du coup, on va avoir une consommation d'oxygène plus importante, on aura des échanges gazeux qui vont se faire de manière plus efficace et donc la pression alvéolaire en oxygène sera abaissée et tout ça va aussi contribuer au gradient alvéolo-capillaire. Au lieu que l'on ait dans tout l'ensemble du poumon une pression partielle alvéolaire de 14 kilopascal qui va permettre l'équilibration du sang artériel, eh bien, au sommet du poumon,
on a 15 kPa, à la base du poumon, on a 12 kPa, et puis on a des pressions partielles alvéolaires qui sont hétérogènes dans l'ensemble du poumon. Donc du coup, la pression artérielle en oxygène à la sortie ne sera que de 13 kPa. Donc en conclusion pour ce chapitre sur les échanges gazeux, c'est la fonction essentielle de l'appareil respiratoire. C'est ce que l'on appelle aussi l'hématose. Ces échanges gazeux vont déterminer la quantité d'oxygène qui sera disponible pour les échanges gazeux tissulaires, donc pour la respiration cellulaire. Donc si cette étape se fait moins bien que la normale, eh bien la quantité d'oxygène disponible pour les échanges gazeux tissulaires, en l'absence de mécanisme de compensation, sera diminuée, donc la respiration cellulaire peut être affectée. L'étude de la diffusion gazeuse alvéolo-capillaire est possible en routine. On ne rentre pas dans les détails dans ce chapitre, mais on peut très facilement, en exploration fonctionnelle respiratoire, quantifier la diffusion alvéolo-capillaire et donc s'assurer que la diffusion se fait correctement ou au contraire dépister des anomalies de la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire. Et puis au niveau tissulaire, dans le reste de l'organisme, les échanges vont se faire par diffusion selon les mêmes principes. Alors, au niveau des tissus, bien sûr, on n'aura pas le rôle des rapports ventilation-perfusion, etc. Mais on aura des tissus qui vont produire plus de CO2 que d'autres, des tissus qui vont consommer plus d'oxygène. Mais globalement, les échanges vont se faire par diffusion, simple, selon la loi de Fick, selon les principes que nous avons énoncés dans ce chapitre.